Oh, bonsoir, monsieur, dame. Donc, les règles sont les mêmes que pour les gens qui vous ont précédé. Seule la question a changé. Là, on va rentrer dans un débat qui risque d'être assez animé. Entre guillemets, malheureusement, vous êtes deux de plus, donc ça sera plus serré pour vous exprimer. Donc, la question, si vous êtes élu à Berne, que défendriez-vous pour la mise en œuvre de l'initiative du 9 février? Alors, comme précédemment, je vais commencer par tout au fond, et en l'occurrence, monsieur Bregnard. Un micro ici. Voilà, alors, un micro. Voilà, ah, c'est mieux. Donc, qu'est-ce que je vais défendre à Berne? Je crois que la première chose à dire, c'est que ce qu'on défendra se jouera dans les dernières semaines. Je pense que c'est une évidence. Aujourd'hui, toutes les personnes qui interviennent là-dessus, finalement, lancent des pistes. Mais je crois qu'il est vraiment important à dire qu'aujourd'hui, l'Union européenne n'est pas prête à négocier et que finalement, toutes les initiatives qu'on voit de part et d'autre, que ce soit Rasa, mais qui finalement est du même acabit pour moi que l'initiative du 9 février, n'apporteront rien aujourd'hui à la Suisse. Je crois qu'aujourd'hui, on l'a vu dans le débat d'avant, les bilatérales font partie de la Suisse. Je dirais qu'il n'y a véritablement pas de solution miracle, ni de solution simpliste. Je crois que c'est vraiment ce qu'il faut entendre ce soir. Et puis, comme d'autres l'ont dit, je crois qu'il y a une interdépendance qui est évidente. Et aujourd'hui, je crois qu'il est nécessaire de trouver des solutions qui soient pragmatiques, des solutions qui soient réfléchies. Pour nous, vraiment, l'important, c'est de réfléchir à comment arriver à un consensus. Et je crois que si on est arrivé dans l'impasse, c'est aussi parce qu'il y a un écart qui a été soulevé avant, en des décisions prises de façon générale et ce que ressent la population. Et pour nous, ce qui est vraiment fondamental, c'est de travailler sur les mesures d'accompagnement. Je crois que dans le canton, on est très bien placé pour voir qu'il y a une sous-enchère. Alors, elle n'est pas fondamentale, mais elle existe. Le rapport qui est sorti d'accompagnement des bilatérales montre qu'il y a une sous-enchère de l'ordre de 10%, qu'elle augmente un petit peu, de 2%, mais elle est réelle. Et je crois qu'il y a de nombreuses mesures d'accompagnement qui doivent être prises. On peut parler aussi du transport, c'est quelque chose qui est peu évoqué, mais quand on voit les problèmes que posent par exemple les frontaliers, je crois qu'il y a des choses qui doivent être mises en place pour rassurer les populations frontalières. Merci. Monsieur Clotu, je pense que vous voudrez l'application de l'initiative qui a été votée le 9 février. Vous avez alors parfaitement raison. Je crois qu'on a toujours été très clair en la matière. Je crois que le Conseil fédéral doit absolument respecter la volonté populaire, qui est pas le cas à l'heure actuelle. Je crois qu'on a toujours été très clair. On a des propositions, on les a faites. Je crois qu'il faut aussi avoir le courage, à un moment donné, de dire à l'Union européenne, d'expliquer à l'Union européenne, le peuple est souverain, donc c'est le peuple qui décide et non pas des technocrates comme c'est le cas à Bruxelles, et nous sommes obligés d'appliquer la décision que le peuple a prise le 9 février. J'aimerais juste rappeler, il y a des éléments qui ont été dits aussi avant, mais qui sont liés aussi au 9 février. L'Europe en a quand même un certain poids, sans être arrogant. Je pense qu'il ne faut pas d'arrogance. Vous savez, du bilatéral dans les affaires, je suis dans les affaires, on fait du bilatéral tous les jours. Donc les bilatérales, nous sommes absolument pour les conserver. On devra, de toute façon, l'Union européenne va toujours discuter avec nous, parce qu'il y a un élément au niveau des marchés. On importe plus que nous exportons auprès de l'Union européenne. La balance excédentaire est de 20 milliards. Vous pensez, à l'heure actuelle, l'Europe peut se permettre de ne plus rien faire et de faire un barrage avec la Suisse? Ça, je ne crois pas. La clause guillotine qu'on a souvent entendue, elle concerne donc cet accord. Nous ne sommes pas d'accord actuellement avec la libre circulation. Schengen, Dublin, c'est un échec, on peut le voir. Un bon nombre de pays européens le constatent. Vous pouvez regarder avec l'Autriche. Il y en a un nombre, et ce nombre va encore s'accroître avec le temps. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut juste être raisonnable. Moi, je ne suis pas un anti-européen. Je suis vraiment un Européen, mais je ne suis pas contre, je ne suis pas pour, ou nous ne sommes pas pour, telle que l'Europe a été construite à l'heure actuelle.
Et il faut quand même reconnaître que c'est un échec. Merci. Madame Bauer. Alors, je ne vais pas répéter ce qui a peut-être déjà été dit, mais en tout cas, le 9 février, eh bien, un certain parti nous a mis un peu dans la panade, il faut le dire. Donc, on ne sait pas très bien quoi faire avec cette votation. On est dans un monde complexe. Ceux qui vous disent qu'on n'est pas dans un monde complexe et qu'il y a qu'à et que c'est facile et qu'il y a des solutions très faciles, ne les croyez pas, ce sont des menteurs. Et tout ce qu'ils font, c'est vous amener à la catastrophe. Et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre avec ce 9 février. Donc, je pense qu'il faudrait, on est interdépendant de l'Europe, un emploi sur 3 en Suisse est en fait un emploi vers l'exportation vers l'Union européenne. Donc il faut absolument qu'on maintienne nos relations avec l'Union européenne. On est tout petit, ça a été dit tout à l'heure sur la souveraineté, je vais quand même le répéter, on est un petit pays qui n'a pas l'Europe n'a pas besoin de la Suisse, par contre la Suisse a besoin de l'Europe, c'est évident. Et je suis aussi assez choquée chaque fois que j'entends cette arrogance de nous sommes les meilleurs et puis l'Europe n'a qu'à se plier finalement à nos volontés. Je pense que c'est une illusion. Et puis je suis aussi fatiguée d'entendre ça. Nous avons tous des ancêtres qui ont sans doute émigré. J'ai des ancêtres valaisans qui sont allés chercher fortune ailleurs parce qu'ils ne pouvaient plus vivre en Valais, parce qu'il y avait plus assez de terre pour pouvoir vivre. Et j'aimerais bien qu'on s'en souvienne de temps en temps. Et puis quand on a été comme Maro Moruzzi et moi-même délégués du CICR dans des terrains en guerre, eh bien on peut vous dire que la démocratie c'est vraiment quelque chose de très fragile, que la paix c'est quelque chose de très fragile et qu'on ferait bien en Suisse de s'en rappeler et que quand les réfugiés affluent, eh bien il faut aussi prendre notre compte d'humanité et de solidarité à l'égard du monde. Merci. Alors bonsoir. Alors pour ma part, la première chose que je ferais, c'est déjà d'utiliser ma machine à remonter le temps pour revenir il y a un peu plus d'1 année et demie et juste reformuler la question qui a été posée au peuple, à savoir acceptez-vous l'initiative contre l'immigration de masse, en sachant qu'elle aura pour conséquence la dénonciation des accords bilatéraux 1. Malheureusement, ma machine à remonter le temps est au service, au garage, donc je ne l'ai pas à disposition. Qu'est-ce que je vais faire concrètement ? La première chose dans ce projet de loi d'application de l'article constitutionnel, c'est de trouver une formulation pour fixer des contingents de manière à ce qu'ils ne soient jamais atteints et introduire des mesures d'accompagnement contre le dumping salarial. Il y aura bien sûr un référendum, très probablement, et donc on aura l'occasion de reposer la question au peuple qui, entre-temps, aura probablement une autre perception des choses que ce qui s'est passé il y a 1 année et demie. Voilà. Merci. Monsieur Martinez. Voilà, donc, bravo. Je vais reprendre la question. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je ne vais rien faire. Simplement, on va attendre la loi d'application. Je vous rejoins complètement. Je rejoins, je crois que l'avis de M. Jacques-André Maire aussi. On va faire un petit référendum après coup et poser les vraies questions. Parce que fondamentalement, le problème, j'adore notre démocratie directe, mais si on posait les vraies questions et non pas commencer à tourner avec des titres qui font que les gens, on leur fait peur. Et ça, c'est un vrai problème. Je trouve qu'on devrait quand même poser peut-être alors là une loi qui, à un moment donné, on doit utiliser les vrais termes quand on veut poser la vraie question au peuple suisse. Résultat des courses, par contre, le vote du 9 février, il est important pour dire que les gens, ils ont des inquiétudes. Il faut commencer à tenir compte des dumpings salariales, des frontaliers. Il y a tous ces éléments-là qu'il faut tenir compte. Et puis, il faut montrer, et puis là, les parlementaires ont un rôle à jouer, de se dire, oui, on vous a entendu sur cette peur-là, et on doit faire des choses. Typiquement, je pense que quand on parle des personnes frontalières, moi, je préfère mettre le mot personne que frontalier, ça donne un côté, je dirais, comme si c'était des ennemis. C'est pas le lieu. C'est de se dire, OK, finalement, qu'est-ce qu'on fait pour que nos personnes en Suisse puissent trouver du travail, notamment les Neuchâtelois, puisqu'on sait qu'on a un taux de chômage élevé. Et c'est là qu'on doit trouver des solutions. On parle beaucoup de conventions collectives, par exemple, mais les salaires minimaux ne sont souvent pas posés, ou alors on part d'un salaire minimal à l'embauche, mais qui ne tient pas compte de l'expérience des gens. Eh bien, je vous dis, si vous êtes frontalier, vous allez le prendre. Pas si vous êtes suisse, parce que vous avez un niveau de vie à vivre. Après, j'ai entendu quelque chose qui m'a fait chaud au cœur. M. Raymond Clotu a dit qu'il aimait l'Europe. Moi, je suis membre du NOMES, je suis vice-président du NOMES Neuchâtel, mais très peu actif ces temps, et je suis fier de mes racines espagnoles, de mes racines européennes, et je considère que la Suisse fait partie de l'Europe. Et l'Europe doit aussi tenir compte de que nous sommes la Suisse, mais de se dire à un moment donné, nous avons des choses et nous avons une histoire commune, et nous devons continuer cette histoire-là. Donc, pour moi, c'est clair, je ne ferai rien, et j'attendrai pour ce fameux référendum. Merci.
Monsieur Kienholz. Alors, mesdames, messieurs, bonsoir. Je suis navré, on va pas mal se répéter ce soir. C'est trop fort. On nous a demandé une proposition concrète. Alors, ça va faire 1 an et demi que le dossier est traité par le Conseil fédéral. Et non, Monsieur Clotu, le Conseil fédéral respecte la volonté populaire, puisque dans l'initiative, il était précisément énoncé que c'était un délai de 3 ans pour la mettre en œuvre. Alors, pour l'instant, laissons le Conseil fédéral travailler. C'est la position du PLR, c'est ma position personnelle. On nous demande une proposition concrète. Alors, naturellement, si je suis élu, je pourrais débarquer à Berne au mois de décembre et déposer une motion qui dit appliquons les quotas comme demandé par le peuple avec l'accord de l'UE et prenons les accords bilatéraux de notre choix. C'est un peu ce que l'UDC souhaite. De mon point de vue, c'est impossible et c'est bien sûr ridicule. La priorité, c'est sauver les accords bilatéraux et comme ça a déjà été dit, c'est un nouveau vote qui le permettra. La Suisse, elle est consciente que dans une Europe qui avance, il y a 3 voies aujourd'hui. On peut avancer au sein de l'Union européenne par une adhésion, ce que je ne souhaite pas, ce que le PLR ne souhaite pas actuellement. On peut avancer aux côtés de l'UE par la voie des bilatérales, comme ça a été le cas jusqu'à présent et ce qui a fait le succès de la Suisse. On peut ne pas avancer, laisser l'Union européenne avancer et poursuivre l'Alleingang qui mènerait à une incertitude pour la Suisse, pour l'économie suisse. Et on sait que l'économie n'aime pas l'incertitude. Je vais terminer par ce bon mot de l'ancien conseiller fédéral Brugger qui disait « La prévision économique est difficile, surtout lorsqu'elle s'applique à l'avenir ». Monsieur Jacquet. Merci, bonsoir. Alors, moi, en préparant ce débat, j'ai un mot qui m'est revenu entre le 9 février et cette campagne électorale, c'est le mot peur. M. Martinez l'a dit, c'est-à-dire que toute la campagne du 9 février, et on sait que ce parti est extrêmement fort pour bâtir toutes ses campagnes électorales là-dessus, c'est sur la peur des gens, créer des peurs pour essayer d'avoir une adhésion. Mais ce qui m'embête le plus aujourd'hui, c'est que dans cette campagne pour les fédérales, l'Europe est quasiment absente. Je suis très content qu'il y ait un débat ce soir. On parle d'immigration à l'appel. Je crois qu'on a eu un nombre d'invitations sur l'immigration. On a fait ici un grand travail dans ce canton, mais on parle très peu d'Europe parce que les partis, je pense, on la trouille. On la trouille de parler d'Europe parce que les gens ont donné quand même un signe fort le 9 février d'une certaine méfiance par rapport à l'Europe. Donc voilà, ceci étant dit, c'est des choses concrètes qu'il faudrait faire à Berne. Moi, je ne suis pas très imaginatif. J'ai repris ce qu'a fait les petites abeilles bernoises, c'est-à-dire qu'on a des élus sortants qui ont travaillé durant 4 ans, et ils ont fait une proposition qui me paraît simple, cohérente et qui a été reprise par Économie Suisse. C'est concernant l'immigration et par rapport à la libre circulation, c'est que chaque année, nous prenions la moyenne d'immigration de tous les pays européens qui ont un solde migratoire positif et que ça soit en gros le quota qu'on puisse appliquer à la Suisse, ce qui correspondrait à peu près à ce que l'initiative pouvait demander et l'Union européenne pourrait entrer dans cette logique. Voilà, ça c'est une première chose, mais cette mesure devrait être accompagnée par une autre mesure que le PVD a aussi proposée à Berne et va continuer de le faire pour autant qu'il ait suffisamment de sièges pour la prochaine législature, c'est en parallèle de promouvoir la main-d'œuvre nationale. Je crois qu'il faut avoir une réponse claire au niveau de la population. On ne peut pas juste dire ces imbéciles du DC, ils nous ont mis dans la panade. Il faut tenir compte de la crainte de la population avec 2 mesures assez simples, c'est de permettre aux femmes de pouvoir retourner travailler à la suite d'un long arrêt ou un arrêt pour des charges de famille ou autres, ou des divorces, mais aussi aux seniors de pouvoir regagner le travail. Voilà, je vous remercie. Merci. Et M. Moruzzi, pour conclure ce premier tour de table. Qui a le grand privilège d'arriver en dernier d'une longue série, donc ça me dispensera de répéter un certain nombre de choses. Je dois vous avouer que quand j'ai lu la question qui nous était posée, je me suis un petit peu demandé à quelle question on devait répondre exactement, parce qu'il était question de savoir, accords bilatéraux mis en œuvre de l'initiative de 9 février, quelle proposition. Mais quelle proposition pour qui exactement? Donc il s'agit des propositions qu'on doit faire à nos amis européens, ou il s'agit plutôt de régler nos problèmes helvético-suisses? Parce qu'en réalité, aujourd'hui, c'est absolument la seule chose qui est sur la table. Il n'y a effectivement aucune négociation aujourd'hui, et depuis le début, depuis le 10 février, avec l'Union européenne, et il n'y en aura pas avant, effectivement, minuit-5, tout au plus. Il y a des gens qui spéculent sur l'attitude du Royaume-Uni qui pourrait nous ouvrir quelques perspectives. Ce n'est pas totalement exclu, mais disons que ce n'est pas une position de négociation qui est excessivement forte. Donc il faut maintenant se poser l'autre partie de la question, c'est-à-dire on doit régler les problèmes qu'on s'est créés tout seul avec l'Union européenne et on doit donner évidemment aussi quelques réponses aux Suisses.
Quand vous me demandez qu'est-ce qu'on peut proposer maintenant vis-à-vis de l'Union européenne, j'ai envie de vous dire, j'en ai aucune idée, et quelque part, ce n'est pas tellement mon problème, puisque nous avons abondamment, et nous n'avons pas été le seul parti, mais ça a été dit absolument clairement quels étaient les enjeux. On ne peut pas dire qu'on a menti aux gens, les choses étaient claires, on pouvait se renseigner, j'ai été regarder des débats après coup, et les choses ont été dites absolument clairement. Adopter cette initiative, c'était remettre en cause ou mettre en péril les bilatérales. La chose qui est plus intéressante, c'est que l'initiative demande en fait pas une, mais deux choses, et il n'y a personne qui l'a rappelé ici. Elle précise qu'il faut limiter l'immigration tout en respectant les intérêts économiques de la Suisse. Alors, si l'UDC continue de nous dire qu'en fait, on va toujours très bien, et puis qu'il n'y a eu aucun problème après 1992, c'est juste économiquement totalement faux. Et il faut le dire, on a perdu en moyenne par rapport aux autres pays européens à peu près 1 à 2 points de croissance pendant une décennie. Et ça se voit très clairement sur tous les schémas. Donc, on peut dire qu'on a choisi d'aller moins bien que ce qu'on aurait pu aller, on ne peut juste pas dire qu'il n'y a pas de conséquences. Voilà, j'ai peut-être encore juste une seconde pour préciser que les réponses qu'il faut apporter aux Suisses, et j'abonde tout à fait dans le sens de ce que Nicolas a dit tout à l'heure, il y a quand même un petit malaise. Mais pour y répondre, il aurait peut-être suffi d'appliquer les lois d'accompagnement, par exemple en matière de contrôle sur les chantiers, etc., de le faire savoir, et puis de dire aux Suisses aussi que les véritables causes de leur sentiment d'être à l'étroit dans les trains et ailleurs, ce n'est pas seulement les étrangers, c'est parce que nous bougeons tous beaucoup plus qu'avant. En Suisse, 28% de la population active a au minimum 2 domiciles. Parce qu'on habite quelque part, mais on prend encore un endroit ailleurs. Et en l'espace d'une vingtaine d'années, on occupe tous, autant que nous sommes, 10 mètres carrés de plus de surface de logement. C'est ça, la vraie densité. Merci. Donc, on ne sait pas ce qu'on va faire. On attend que le Conseil fédéral propose quelque chose à Bruxelles. Bon, moi, je vais me faire un peu plus que l'avocat du diable. Voilà, le 10 février 2017... Bruxelles nous dit bon bah c'est fini, on casse tout. On fait comment, Monsieur Claude Tula? Si Bruxelles nous dit les accords tombent, Claude guillotine. Je pense que nous vivons, par rapport à ce que je viens d'entendre, dans un autre monde. On parle de réalité. Posez la question aux gens. Allez dans le terrain, puis vous verrez bien, quand vous dites c'est l'UDC qui fait peur, nous avons toujours dit dans cet accord, dans ces 7 accords, il y en a 7, il y en a un qui nous dérange, c'est les accords de libre circulation. Vous n'avez pas le sentiment qu'il y a un problème à l'heure actuelle, mesdames, messieurs? Vous n'avez pas ce sentiment-là? Moi, j'ai cette crainte. Et c'est pas, là, c'est pas l'UDC qui est en train, ou bien vous allez peut-être dire que c'est l'UDC qui fait qu'on a une augmentation de la criminalité, qu'on a tout ce qui se passe, plus aucun contrôle aux frontières. Vous avez maintenant des flux de population qui viennent en Europe, gigantesques. Qui vous dit qu'il n'y a pas des terroristes? Qui vous dit qu'il n'y a pas des criminels? On va me dire que c'est... Monsieur Clotu, ma question, c'était la réalité. Donc, je vais vous répondre maintenant. Si vous me permettez, je vais vous répondre pour le 17. Je ne suis pas sûr que l'Europe sera encore là dans la configuration actuelle. Voilà ce que je vais vous répondre. Moi, j'aimerais juste montrer l'inverse de ce qui vient d'être dit, c'est qu'on voit bien qu'on a un problème de conflit à nos frontières européennes, on voit bien qu'on a un afflux de réfugiés et qu'en tout cas, on ne peut pas pays par pays résoudre ce problème. Évidemment qu'il faut parler avec les autres Européens, il faut avoir une construction européenne qui permette de répondre à cet afflux. Ça va pas cesser. Moi, je ne veux pas faire peur aux gens, je pense qu'on a les moyens d'organiser les choses, on a des lois, on est suffisamment aussi on a suffisamment de moyens financiers pour pouvoir faire un certain nombre de choses et je ne suis pas inquiète, mais il faut cesser de faire peur aux gens et il faut vraiment tous se mettre ensemble, être raisonnable, se dire que pouvons-nous faire. Mais la Suisse toute seule ne peut rien faire et moi je ne sais pas comment, quand on parle de fermer les frontières, je ne sais pas ce que ça veut dire, vous mettez des mines antipersonnelles sur la frontière ou je ne sais pas ce qu'on fait, mais je pense que vous contrôlez comment les flux de migrants qui arrivent, c'est pas si simple que ça. La Hongrie en fait
maintenant le constat. Et il ne s'agit pas, encore une fois, de paniquer. Il s'agit pas, c'est pas non plus des hordes de gens qui dévalent sur l'Europe. Il ne s'agit pas de paniquer. Il s'agit simplement d'organiser l'accueil de ces gens. Et il s'agit de prendre conscience qu'on a effectivement des conflits à nos frontières et que la Suisse toute seule ne pourra pas résoudre cette question. Je voudrais juste dire sur l'option qu'on a aussi, et j'arrêterai là parce que sinon je vais me faire... Voilà, mais on a quand même l'initiative RASA qui a été déposée et on sera quand même sans doute appelé à voter. L'initiative RASA, vous connaissez son contenu, elle demande simplement qu'on annule l'autre initiative. On verra s'il y a un contre-projet, mais c'est quand même quelque chose qui va arriver et qui a été très vite mis sur pied en tout cas. Dans l'ordre, je vais passer la parole à M. Kiel. Juste une réponse. Bregnard. Juste une réponse à M. Clotu. Vous nous dites qu'il y a une immense prise de conscience dans la population par rapport aux étrangers qui sont beaucoup trop dans notre pays, mais c'est quand même dans les régions de Suisse où il y a le moins d'étrangers qu'on vote le plus UDC. Et ensuite, je vais peut-être vous apprendre quelque chose, mais sur tous les bébés qui naissent en Suisse chaque année, il y aura des terroristes et des criminels aussi. On arrête toutes les naissances pour cette raison-là. Alors, M. Bregnard, après M. Moruzzi. Bon, je crois qu'on ne va pas passer un débat de soirée sur les terroristes. Je crois que M. Clotu assumera sa vision. Moi, ce qui me pose problème, c'est que la libre circulation est effectivement le seul problème de l'UDC. Mais si on remet ça en cause, on remet en cause l'essentiel des problèmes pour l'Europe aussi. Donc, on ne pourra jamais négocier, l'Europe n'acceptera pas de négocier seulement ça. Je crois que la clause guillotine, on ne peut pas juste dire c'est un petit problème qu'on remettra plus tard. Alors on doit trouver une voie médiane, essayer de chercher. Je pense que là, on ne doit pas rester les bras ballants, on doit être innovant, réfléchir à comment on peut trouver des solutions. Mais on est vraiment sur le point qui pose problème. Et je crois que quand on parle d'immigration, c'est la preuve que ce problème, on ne peut pas juste dire « Ah ben nous, on se retire, on veut des quotas et on ne fait pas comme le reste de l'Europe ». C'est vraiment le point essentiel sur lequel l'Europe ne sera jamais d'accord de revenir en arrière. C'est pour ça que, finalement, la chose fondamentale, c'est de réfléchir comment, de notre côté, on peut montrer à la population et trouver des solutions pour que la concurrence qui existe aujourd'hui, je crois que c'est fondamental, on voit une augmentation par 4, je crois en Suisse, du nombre d'Européens qui arrivent depuis le début des accords bilatéraux. 10% de la libre circulation passe au travers de la Suisse. Je crois que c'est vraiment quelque chose de fondamentalement important. Moi, je me fais du souci par rapport à la suite. Si on continue avec ces chiffres, il y aura une véritable concurrence, notamment pour les personnes en difficulté, on le voit dans le canton. Donc, je crois qu'on doit vraiment, aujourd'hui, se battre pour trouver une réponse. Je suis content d'entendre tous les partis qui ont souligné, finalement, cette nécessité-là, et je crois qu'on travaille ensemble pour que les mesures d'accompagnement soient efficaces et qu'il n'y ait pas de surenchère salariale. Monsieur Moruzzi, vous voulez parole? Oui, merci. J'entends dans tous les débats M. Clotu et ses collègues nous répéter ils n'ont pas de problème avec les accords bilatéraux, juste avec un. C'est un petit peu comme si vous disiez au moment de conclure un contrat de bail que vous n'avez aucun problème avec son contenu, sauf avec le loyer. Donc, quand vous êtes dans un rapport bilatéral, vous avez des avantages pour une partie et vous avez des avantages pour l'autre. Ensuite, ce que l'UDC, qui se veut le parti des gens qui aiment la Suisse, moi je le prétends plutôt pour notre parti que pour le sien, parce que je pense qu'il fait exactement le contraire, il devrait être le parti de tous les Suisses. On a presque 10% des citoyens suisses qui vivent à l'étranger, dont plus de la moitié vivent aujourd'hui dans l'Union européenne. Ce qui signifie inévitablement que si les avantages dont bénéficient les ressortissants de l'Union européenne en Suisse venaient à être mis en cause, il y aura évidemment une contrepartie à ça dans les pays européens où vivent les Suisses, en particulier en France, en Allemagne, etc. Maintenant, j'aimerais demander à M. Clotu s'il sait combien de passages de frontières on a tous les jours en Suisse. Les matchs uniquement. Non, mais j'aimerais quand même avoir une réponse à ça parce que j'entends dire toujours les mêmes âneries. J'attendais que M. Moruzzi ait fini pour répondre. Je lui pose la question de savoir. Bon, manifestement, il ne le sait pas. Donc, c'est entre 700... Ah, ben alors, dites-le, je ne l'ai pas encore dit. Mais j'ai pour habitude de ne pas couper mes interlocuteurs. Voilà, merci. Non, alors je n'ai pas le chiffre en tête. Je sais qu'on a 22 000 camions journellement qui traversent la Suisse. D'accord. Alors il faudra que vous retourniez un tout petit peu à vos études. Il y a plus de 700 000, entre 700 et 800 000 passages de frontières
quotidien en Suisse. Mais ce n'est pas les camions le problème. Le problème, c'est que vous avez 7 à 800 000 véhicules qui franchissent les frontières tous les jours. Donc ça signifie réintroduire concrètement les contrôles aux frontières, ça signifie empêcher 350 à 400 000 véhicules d'entrer et de sortir. Donc ça veut dire arrêter le commerce en Suisse, pour le dire en un mot, sans parler de tout le reste. Donc, ceci étant dit, j'abonde tout à fait dans ce que M. Brognard a dit. Oui, peut-être que c'est une bonne idée de renégocier la libre circulation ou certains aspects de la libre circulation avec l'Union européenne. Mais si on voulait le faire, c'est exactement pas avec cet instrument-là qu'il fallait le faire, parce qu'on s'est mis nous-mêmes le dos au mur, on a indiqué tout de suite quelles étaient nos limites en fait dans la négociation, et on s'est donné un délai qu'on est obligé de respecter nous-mêmes. Il n'y a aucun intérêt pour notre partenaire à négocier sur ça. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas indéfiniment continuer d'augmenter de 80 à 100 000 personnes par année. Et c'est vrai que probablement, ça, c'était l'argument pour lequel les partis politiques, et là, on doit tous faire notre mea culpa, n'ont donné aucune réponse aux Suisses. Donc, il y a effectivement un souci, mais on ne l'a pas empoigné de la bonne manière. Alors, dans l'ordre. Voilà, je vais essayer de répondre à la question que vous avez posée, puisque personne ne veut y répondre. Je vais essayer, moi. Moi, je trouve simplement, puisque vous disiez, finalement, on n'a pas trouvé de solution, couperait plus de négociations. Moi, je pense que, voilà, ça va lancer à ce moment-là, poser tout le mouvement de se dire, tiens, est-ce qu'on ne va pas parler plutôt d'adhésion à l'Europe? Ça va lancer le débat de se dire, qu'est-ce qu'on fait? La line gang, il n'y aura plus le choix, de voie du milieu. On va choisir la line gang ou l'adhésion. Et là, ça lancera, on a parlé du NOMES, mais ça sera le vrai NOMES qui pourra défendre vraiment cette cause en disant l'adhésion, c'est finalement ce qui va nous permettre, grâce aux décisions qui ont été prises par certains, d'arriver à se dire on fait partie d'une construction. Je dis juste, j'aime l'Europe actuelle ne me plaît pas, mais je veux dire c'est un idéal qu'il faut défendre là derrière, et non pas dire technocrate et compagnie. Là derrière, il y a quand même une philosophie. Donc voilà, par rapport à votre question, puisque moi j'étais bien élevé à l'école, plus ou moins quand même, au Val de Travers, on répond aux questions qu'on nous pose. Merci. Madame Perret du Commun et ensuite Monsieur Jacquet qui voulait intervenir. Je ne viens pas du Val de Travers, alors je ne sais pas si je vais suivre la consigne, mais... Alors, moi, il y a un élément que j'aimerais relever ici, c'est que c'est l'économie qui a besoin de main-d'œuvre qualifiée. Et c'est aussi l'économie qui risque d'être pénalisée si on n'a pas de solution. Il manque du personnel dans différents domaines, dans les domaines techniques, dans le domaine de la santé. Et c'est important de pouvoir répondre aux besoins, justement, de l'économie aussi. Introduire des contingents, ça veut dire aussi la bureaucratie. Et je crois savoir que l'UDC n'est pas très favorable à la bureaucratie. Et puis, pour les thèmes qui ont été abordés, que ce soit la migration, ou la criminalité ou le terrorisme, c'est précisément des enjeux qui dépassent largement nos frontières. Ils ne vont pas s'arrêter à la frontière suisse parce qu'on a décrété qu'il y en a une. Donc ces questions-là ne peuvent être résolues qu'en collaborant avec l'Union européenne, mieux encore en faisant partie. Monsieur Jacquet. Oui, mais peut-être sur la teneur du débat, après je répondrai à votre question. J'ai des racines du Val de Travers, donc je réponds aussi en fonction de mes racines. C'est que ce qui est toujours terrible, et c'est que c'est la pauvreté certainement, et on doit faire, je pense, mettre un miroir devant notre tête de tous les partis, y compris un, parce que tout tourne autour d'un seul parti qui ose parler aux gens et qui propose des choses simplistes et que je défends pas. Mais nous autres, j'ai pas entendu une ou deux propositions comment faire pour faire appliquer cette initiative du 9 février. Mis à part, laissons faire le Conseil fédéral. Je trouve que c'est un peu facile de la part de gros partis ou de plus petits de dire simplement laissons faire Burkhalter et ses amis et puis on verra déjà bien une fois que ça sera fait. Donc là, moi je vous ai donné deux propositions, mais je pense que les autres partis, nous devons être plus forts que ce que fait ce grand parti qui est à l'autre bout de la table, parce que sinon tous les débats tourneront autour, ces méchants UDC, mais nous n'arrivons pas à réagir, nous n'arrivons pas à convaincre. Et quand M. Mouzy parle de la campagne, etc., moi j'ai fait cette campagne du 9 février, il y avait très peu de représentants de partis du non, en tout cas dans le bas du canton, j'ai fait dans le bas du canton, donc après on peut dire que la campagne on s'est planté. Je pense qu'on était, en tout cas dans le stand où j'étais, on était avec le centre et le centre droit, on fait toujours des stands communs, on se glossait depuis 10 heures du mat à boire du rot, du blanc, en disant on va gagner. On voyait personne nous dire qu'ils allaient dire oui. Donc on s'est planté. Je pense que tous les partis on s'est planté. Mais aujourd'hui, proposons des choses. Disons pas simplement, je trouve que c'est un peu léger. Laissons faire le Conseil fédéral et on verra déjà bien l'année prochaine si tout se casse la figure. Alors je repasse la parole à M. Cloture, ensuite à Mme Bourg, puis après j'aimerais aborder un autre sujet. Le problème, c'est un petit peu le temps ce soir, mais je crois qu'on a fait des propositions, on a été très clair, ça a été évoqué, vous n'êtes pas d'accord avec ces propositions en mentionnant des quotas.
mais des quotas qui peuvent être élevés, en faisant aussi des contingents, mais par canton et par branche. Vous savez, maintenant, on a l'informatique. Avec l'informatique, on règle les choses quand même assez rapidement. Donc ça, il faut, je crois, quand même être très clair. Vous avez beau tousser, mais j'entends en Amérique du Nord, ils l'utilisent, en Australie, ils utilisent ce genre de système, et je peux vous dire, ça fonctionne très bien. Donc des propositions, on les a faites. Nous, encore une fois, on est tout à fait ouverts pour avoir un dialogue. Nous, on veut juste qu'on puisse réguler. Ça, je l'ai dit lors de la campagne du 9 février, c'est comme si vous avez un bassin, à un moment donné, dans ce bassin, il y a trop d'eau, il déborde, mais vous avez un robinet. Mais le robinet, vous pouvez diminuer le flux de l'eau. Mais c'est exactement ce que nous demandons. Nous ne demandons pas une fermeture hermétique. Des contrôles douaniers, ça ne veut pas dire qu'on arrête systématiquement chaque véhicule. C'est très clair à ce niveau-là, je crois. Et puis maintenant, la seconde chose, on fait des affaires avec d'autres pays. On a l'impression qu'il n'y a que l'Union européenne. La Suisse exporte avec les États-Unis. Avec les États-Unis, on n'a pas la libre circulation. La Suisse exporte énormément en Chine. On n'a pas la libre circulation. On exporte également en Australie. On n'a pas la libre circulation. Et ça fonctionne très bien. Ça, j'aimerais aussi le rappeler. Donc, des solutions, nous en avons. Je le répète, encore une fois, nous n'avons pas envie de nous enfermer. Ça, qu'on soit très clair. Donc, nous sommes pour un dialogue. Dès le moment que vous discutez avec Mme Merkel, qui est venue en Suisse, ça c'est déjà quelque chose de bilatéral. Automatiquement, vous faites tous les jours du bilatéral. À Berne, lorsque nous ne sommes pas d'accord et puis qu'il y a des discussions, c'est du bilatéral. Donc nous ne sommes absolument pas contre cela. Nous avons juste, il y a des problèmes à régler. L'Europe, on a des problèmes en Suisse, nous en sommes aussi tout à fait conscients, mais l'Europe a aussi des problèmes. Et là, nous aimerions également qu'il y ait une remise en question de l'Union européenne, parce que la démocratie, qu'on parle de démocratie directe, je crois que ça a été évoqué dans le premier débat, la Grèce et tout ce qui se passe, ça ne fait pas preuve d'une démocratie directe. Je pense que le peuple n'est pas tellement entendu. Juste avant que Mme Moore parle, j'aimerais juste faire une précision. Quand on parle de libre circulation puis de contrôle aux frontières, on n'est pas dans le même cadre. La libre circulation, c'est des bilatérales. Les contrôles aux frontières, c'est l'espace Schengen. Parce que si vous allez au Royaume-Uni, vous êtes contrôlé. Absolument. Je voulais ajouter qu'on aurait peut-être une solution qui serait qu'on ait moins d'afflux de travailleurs en Suisse, ce serait de vraiment permettre la conciliation famille-travail. On l'a dit déjà, mais j'aimerais le préciser. C'est qu'effectivement, on a un certain nombre de femmes qui travaillent à temps partiel. C'est devenu le modèle en Suisse lorsqu'on devient parent, les mères, les pères un peu moins, mais les mères travaillent à temps partiel. Et c'est vrai que là, on a un réservoir de main-d'œuvre qui est formidable, qui ne nécessite aucune construction de logement, qui ne nécessite aucune route supplémentaire. Et là, on pourrait déjà, et c'est d'ailleurs des idées qui sont nées au lendemain du 9 février, on pourrait déjà, en favorisant la conciliation famille-travail, avoir des gens qui sont formés, des femmes qui sont formées, et les avoir un peu plus sur le marché du travail. Le problème, c'est que quand on veut investir dans les structures d'accueil, on a toujours un peu la même opposition, et puis le parti qui nous a lancé cette initiative est souvent le même, qui veut absolument pas investir dans les structures d'accueil, qui a une vision de la famille très traditionnelle avec un parent, une mère en général qui reste à la maison, et on se retrouve avec les mêmes problèmes. Chaque fois qu'il faut dépenser un peu des deniers publics pour ce type de projet, eh bien, on ne peut pas les mener à bien. Et ça, ce serait vraiment une solution. C'est ce qu'ont fait les pays scandinaves dans les années 70. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Conjointement avec l'économie et les mouvements féministes qui montaient, ils ont créé énormément de structures d'accueil pour permettre la conciliation. Et on voit aujourd'hui que ce sont des pays qui vont bien, on l'a dit tout à l'heure, ce sont des pays qui vont bien, qui sont en Europe, qui ont des économies florissantes et qui ont une égalité entre les hommes et les femmes qui est bien mieux réalisée que chez nous. Il y a M. Kienholz qui voulait encore dire quelque chose, non? Très brièvement, je peux partager le constat de M. Clotu quand il dit qu'il y a d'autres pays qui existent à part l'Europe. Mais quand on voit que la balance commerciale entre la Chine est la même que celle avec la Lombardie ou celle avec la Russie et le Brésil réunis est la même que celle avec l'Alsace, c'est un petit peu court comme argument à mon sens. Est-ce que le public aurait des questions? Sinon, je vais... Ça tombe bien qu'on parle de balance commerciale, parce qu'à ce sujet, j'ai une remarque pour M. Clotu. Alors, je suis désolé, j'ai appris avant que vous préférez les questions que les remarques du public, mais note, j'en ai quand même une. Vous parlez de la balance commerciale entre la Suisse et l'Union européenne. Vous dites qu'elle est excédentaire. Mais là,
vous manquez d'analyse parce que la balance commerciale, elle peut se mesurer en volume ou en volume évidemment et aussi en termes de prix. Donc en fait, la balance commerciale vers l'Europe, bien sûr qu'elle est excédentaire parce qu'on exporte quoi? On exporte des biens à haute valeur ajoutée. Mais en volume, il y a beaucoup plus de biens qui sont importés de l'Europe vers la Suisse. Couper les bilatérales, c'est se couper de beaucoup de produits dont on a besoin, car en Suisse, n'oubliez pas qu'en Suisse, on n'a pas les matières premières nécessaires à la fabrication de ces biens qu'on peut ensuite exporter à plus haute valeur ajoutée vers les pays européens. Bien sûr. Vous venez aussi du Val-de-Travers. Cher monsieur, nous avons des entrepreneurs également qui produisent dans différents pays du monde. Donc je pense qu'on peut, si c'est nécessaire, on peut aussi s'approvisionner. Il n'y a pas que l'Europe. On a d'autres possibilités d'approvisionnement. Mais encore une fois, là, je pense que c'est vous qui peignez le diable sur la muraille. Je pense qu'on n'en est pas là. Encore une fois, c'est 20 milliards. Vous pensez qu'à l'heure actuelle, l'Europe peut se permettre de perdre 20 milliards? Moi, je ne crois pas. C'est des gens responsables et raisonnables malgré tout. Sauf ce que nous disons, il faut négocier. Ce n'est pas plus compliqué que ça. On doit négocier et trouver une solution. Et on a proposé ces solutions. Maintenant, il faut que l'Europe comprenne que le peuple, et je ne pense pas qu'il y a plus de 50% du DC qui ont voté le 9 février dernier, parce que ça je m'en réjouis, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Donc vous avez des gens qui sont quand même lucides, puisque nous on ne l'est pas trop apparemment par rapport à ce que je peux entendre ce soir, donc vous avez quand même des gens qui sont lucides et qui se rendent compte de la situation que nous vivons ici. Parlez avec des gens qui sont au chômage. Je vous rappelle quand même qu'on a dans le canton de Neuchâtel, par exemple, la moyenne suisse, c'est 3,2%. En Europe, le chômage est nettement plus élevé. Dans le canton de Neuchâtel, on a quand même un problème de frontaliers. Je viens d'apprendre qu'il y a 1000 places de travail en moins. Mais les frontaliers ont augmenté. Et notre chômage, il a passé de 5,2 à 5,4%. Cherchez l'erreur. Donc là, n'est pas à dire à la population neuchâteloise, non, il n'y a rien à voir, tout va bien, parce que c'est ce que je suis en train d'entendre ce soir. L'UDC fait tout faux, nous sommes les Neinzager, je ne crois pas. J'aimerais juste encore rappeler une dernière chose. Même que certains économistes suisses prétendent le contraire. Prenez le curriculum vitae de chacune et chacun des conseillers nationaux UDC à Berne, au Conseil national par exemple. Plus de 90% sont des entrepreneurs qui emploient à plus de 3000 collaborateurs. Vous croyez réellement qu'on est prêt à se scier la branche sur laquelle on est assis? On n'est quand même pas. Je sais bien que vous nous prenez un peu pour des ploucs, mais il ne faut peut-être pas exagérer. Avant de donner la parole, il y avait un monsieur qui voulait poser une question là. Puis après, on va rebondir. Bon, moi, j'aurais juste une remarque, en fait. C'est que aujourd'hui, en fait, je crois qu'il y a plusieurs choses qu'on ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas le flux des migrants. Et puis, je crois qu'il y a un autre élément qu'on a tendance à oublier. Rappelez-vous quand même ce qui s'est passé le 3e jeudi du mois de janvier. C'est les taux de change. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un peu de la chance. L'euro a repris un peu du poids de la bête. Et on se situe actuellement autour des 1,10. Mais vous, comme moi, vous savez que les taux de change, c'est dans les mains des financiers, qui est un domaine quand même technico-scientifique qui ne fixe pas de limite. Donc l'euro n'a pas de limite, il peut se trouver aussi bien à 40 comme on peut se trouver à 85. Donc moi, ma question est de savoir qu'est-ce qu'on fait le jour où on a en fait un blocage au niveau des bilatérales et on a un euro à 0,85. Quelqu'un peut répondre à la question? Alors là. Non, je vais rebondir, mais quand je dis allez-y. Mais je suis un peu embêté parce que moi, je suis du PDC et puis je trouve que la question est tout à fait pertinente, mais j'ai pas la réponse, donc il m'embête un peu. Et puis, comme j'ai dit que j'étais un bon élève, je vais quand même répondre à ce qui a été dit avant sur les frontaliers. Je crois qu'autour de la table, personne n'a dit que c'était pas un problème ce qui se passait. Tout le monde a dit qu'il fallait faire des mesures d'accompagnement. Tout le monde a dit qu'il fallait mettre en place des choses qui permettent aux gens qui habitent. Moi, je dis pas Suisse. Moi, je dis les gens qui habitent en Suisse. Les gens qui habitent en Neuchâtel, des résidents.
Parce qu'il y a aussi des gens qui ont des permis C, il y a d'autres personnes qui ont aussi droit à un travail. Je veux dire, c'est là que ça se passe. C'est pour ça que j'ai parlé avant de convention collective de travail, de contrôle, de dumping. Tout ça, il faut le faire. Je crois qu'il n'y a personne qui a dit qu'il ne fallait pas le faire. Il ne faudrait juste pas qu'on enlève cette ambiguïté. Parce que c'est bien le problème, c'est cette peur qui a été créée, et aussi parce qu'on n'applique pas les lois actuelles, parce que les lois existent. Seulement, il faut les appliquer. Et ça, je pense qu'il y a un élément de contrôle, ça je vais vous faire plaisir, qui n'existe pas ou pas assez fort dans notre pays, c'est de se dire, il y a des lois, mais on les applique, on les contrôle. Et je peux vous donner plein de domaines où je trouve qu'on a posé des lois au niveau fédéral, cantonal, voire communal, et il n'y a jamais de contrôle si c'est appliqué. Et ça, c'est un vrai problème en tant que tel. Mais par rapport à la question qui a été posée là. Il y a M. Bregnard qui voulait intervenir, on ne l'a pas beaucoup entendu là. Bon, mon préopinant a évoqué certaines choses que je voulais dire, mais je crois que à écouter l'UDC, il y a quand même toujours cette idée des images très marquantes, un robinet, comme si la Suisse pouvait décider seule de fermer ce robinet. Moi, c'est ça qui m'étonne dans le discours de l'UDC, c'est cette idée qu'il y a un robinet qu'on décide et que les autres vont accepter, parce que pour moi, c'est ça le vrai problème. Je crois que les autres vont tout simplement pas accepter. Je crois que, je sais plus, c'était dans le débat avant, mais on aimerait le beurre, l'argent du beurre et la crémière, comme on dit. Donc, moi, je ne vois pas comment l'Union européenne peut dire, mais oui, alors choisissez le nombre de personnes que vous voulez. Et puis, peut-être quelque chose qu'on n'a pas suffisamment abordé, c'est aussi de voir que avoir des quotas pourrait poser de graves problèmes au canton. Alors oui, on peut s'inquiéter, on doit s'inquiéter. Je suis content d'écouter ce soir l'ensemble des partis. On doit s'inquiéter. Il y a 35%, par exemple, de frontaliers dans notre hôpital. Des personnes, mais je crois qu'on aura compris que c'était des personnes, mais 35% de frontalières surtout d'ailleurs, dans notre hôpital. Je pense que c'est fondamental qu'elles soient là. C'est des personnes qui ont des hautes compétences et qui permettent à nos hôpitaux de fonctionner et d'offrir une santé qui est vraiment de qualité. Par contre, ce qu'on doit faire, et c'est là qu'on doit agir, c'est qu'on doit permettre aussi aux jeunes conformes dans ce canton, alors on est parti là-dedans, mais au niveau fédéral, on doit aussi pousser là-dedans, pour que les personnes conformes puissent trouver. Et aujourd'hui, le problème, il est dans cette concurrence, probablement un peu trop forte. Alors, c'est là qu'on doit travailler, mais faisons attention aux solutions un peu simplistes, et n'oublions pas qu'ils nous apportent aussi énormément. Très brièvement, on a parlé du domaine hospitalier. Je connais un bon nombre, et c'est des personnes qui se sont approchées de nous, hein, ce n'est pas moi qui suis allé les chercher, des infirmières qui habitent le canton, qui sont au chômage et qui ne trouvent pas de travail. Alors arrêtez de toujours nier la réalité. Alors maintenant, je vous entends, donnez-moi les solutions que vous avez à ce problème. Vous en avez, et vous avez des gens hautement qualifiés qui sont au chômage et qui ne trouvent pas de travail. Alors trouvez-moi des solutions. Je pense que là, on laisserait entendre qu'on favoriserait des frontaliers au détriment des gens qui habitent. Mais je ne vois pas très bien au nom de quoi, si ce n'est le dumping salarial. Et là, évidemment, c'est comme on l'a dit, il y a des règles et il faut les faire appliquer. Et il faut être vigilant sur le dumping salarial. Toutes les régions frontières, que ce soit le Genève, que ce soit l'arc jurassien ou le Tessin, sont évidemment soumis à une grande concurrence. Il y a un réservoir de population à l'extérieur des frontières qui est énorme. Il y a un taux de chômage énorme aussi. Donc c'est un peu logique dans notre système capitaliste que ces gens aient envie de venir travailler chez nous. Et il faut effectivement avoir des règles pour que les salaires ne baissent pas. Mais il faut quand même remarquer une chose, le Tessin, qui est vraiment la région qui souffre le plus du trafic frontalier, de la venue de personnes frontalières, c'est vrai que c'est mieux. Non, mais je pense aussi que vous avez raison, c'est mieux. Eh bien, c'est le Tessin qui qui a le plus de personnes frontalières qui traversent, qui viennent dans son canton, à moins d'un taux de chômage tout à fait au niveau de la Suisse, la moyenne suisse, ce qui n'est pas le cas du canton de Neuchâtel, et puis il y a aussi un taux d'aide sociale qui est tout à fait au niveau de la moyenne suisse. Donc on nous ferait croire qu'il y a des vases communicants, puis parce qu'il y a des frontaliers, il y a du chômage. C'est pas aussi simple que ça. Les derniers chiffres qui montrent l'arrivée des frontaliers dans le canton de Neuchâtel, l'augmentation montre qu'en fait ce sont surtout des personnes très qualifiées qui sont venues, et pas du tout des emplois sous-qualifiés qu'on ne pourrait pas donner à des gens qui sont chez nous. Donc c'est vraiment des gens qui sont très qualifiés, et il y a une concurrence qui se fait avec... Mais je ne suis pas moins que vous, Monsieur Glotu, je vois vraiment pas pourquoi vous nous accusez. C'est toujours votre dialectique de dire vous n'êtes pas sur le terrain, vous ne connaissez pas les vrais gens. Mais on connaît les vrais gens autant que vous. Il n'y a pas de... Non, je pense aussi que c'est vraiment stérile de discuter comme ça. J'aimerais entendre M. Martinez avant de repasser la parole au public. Je
j'aimerais juste dire que je peux rejoindre un peu ce qu'a dit M. Raymond Clotu par rapport à des engagements qui peuvent se faire, où on sent bien qu'il y a aussi une question de culture professionnelle. Et puis, plus on aura des personnes frontalières qui deviennent responsables, plus il y a des chances aussi que par rapport à la culture qu'ils peuvent amener, il y aurait plus grande facilité à engager quelqu'un qui a la même culture, je dirais, professionnelle. Et ça, il faut être très attentif. Par rapport à la formation, je dois dire que le canton de Neuchâtel a mis des dispositifs en place. Il y a plein de choses qui sont en train d'être faites pour que les gens puissent être formés. Et après, il faut commencer à se dire aussi, OK, on va former, donc il faut financer tout ça. Et là, c'est vrai que des fois, on entend des drôles de noms sur des budgets. Et puis, c'est dommage parce qu'on ne peut pas dire il faut investir dans la formation pour qu'on puisse se dire à un moment donné, nous avons les gens de chez nous qui peuvent travailler dans les différentes places, quoi. Ça, c'est important. Alors, brièvement, après, Oui. parce qu'il y a des gens dans le public qui Très, veulent très intervenir. court. Dans le domaine de la formation, si on regarde dans le domaine de la santé, il y a peut-être des choses aussi qu'on peut faire en Suisse pour adapter le système. Le numerus clausus pour fermer les médecins, c'est quand même un problème qu'on doit aller prendre des médecins qui ont été formés dans d'autres pays, qui ont coûté en formation dans les pays voisins et qu'ensuite on importe en Suisse alors qu'on limite nous-mêmes le nombre de places. Autre exemple, pour la formation des infirmières. Quand on voit que l'implantation d'une filière d'infirmières d'école supérieure à Saint-Imier a soulevé un cataclysme politique en Suisse romande, on peut aussi se poser la question si c'est vraiment une vision globale en faveur du système de la santé. Donc je pense que là, on a un certain nombre de choses qu'on pourrait améliorer nous-mêmes. Alors, monsieur, question. Je change un peu du sujet des frontaliers. La question, c'est, vous évoquiez avant l'initiative RASA, et tout le monde se réjouit beaucoup qu'on puisse revoter là-dessus, mais je pense qu'il y a quand même un danger avec cette initiative, c'est de savoir si, je pense qu'on pourra regagner le peuple, mais est-ce qu'on peut regagner les cantons? Ça, c'est un peu le danger, parce qu'on confirmerait un peu l'UDC et la population en disant qu'on ne veut pas des bilatérales, on ne pourra pas dire que le peuple ne savait pas, et c'est un peu le danger de cette initiative, donc j'ai l'impression seulement que c'est une fausse bonne nouvelle, et je pense qu'il y a un grand danger avec cette initiative RASA. Monsieur Moruzzi. Oui, alors, l'initiative RASA, elle a abouti. Donc maintenant, ce n'est pas la peine d'ergoter pour savoir si c'est bien ou pas bien qu'elle soit là. Probablement que c'est une fausse bonne idée ou même une très mauvaise idée. L'avantage qu'il y aura, c'est que le Conseil fédéral va être certainement obligé de présenter un contre-projet et qu'on pourra poser la question qu'on aurait dû poser depuis le début dans les termes où il le faut, c'est-à-dire de faire un véritable choix entre les termes contradictoires qui ont été présentés au peuple suisse au moment du 9 février. Le grand danger, mais je pense qu'on l'évitera politiquement, ce serait que l'initiative arrive seule, parce qu'elle sera très certainement refusée, et le peuple suisse n'aime pas trop qu'on le prenne pour un idiot en lui disant on a posé une question, on t'a donné une réponse, et tu me redemandes encore une fois 2 ans après. Donc le problème, c'est qu'après, si on la refuse 2 fois, on diminuera encore d'autant notre marge de manœuvre. Donc il faut absolument que quand on votera, on ne vote pas que sur ça, mais sur un contre-projet qui permette de clarifier les ambiguïtés qui existent encore aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un voulait encore intervenir? Merci. Alors je recommence, je pensais qu'il était branché, excusez-moi. On a déjà connu l'époque des permis de travail, ça a existé. Et pourtant, à une séance à laquelle participait aussi M. Clotu, on a eu une réponse de Madame la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga qui nous a dit qu'effectivement, pendant cette période, c'est là qu'on a accueilli le plus grand nombre de travailleurs étrangers. On n'en avait jamais eu autant que pendant cette période des quotas des permis. Donc, je ne vois pas comment on peut lutter contre l'immigration de masse en mettant des quotas de permis, puisque à l'époque, en tout cas, ça n'a pas été le cas. Ensuite, j'aimerais encore... Non, mais j'aimerais juste finir encore, hein, parce que quand on veut, au niveau fédéral, effectivement mettre des mesures d'accompagnement, l'UDC vote unanimement contre. Lorsque le canton de Neuchâtel vote et que le peuple accepte un salaire minimum,
eh ben voilà que c'est l'économie qui fait recours au tribunal. Je l'ai vécu au niveau du chômage, où à une époque, l'ORP obligeait, ou en tout cas dans la restauration, à engager certains chômeurs. Et lorsque les employeurs ne voulaient pas engager les personnes qui étaient envoyées par le chômage, je peux vous dire que c'était impossible de faire que ces personnes soient engagées. Je veux dire, il y a quand même la liberté d'entreprise. C'est ce que vous défendez, Monsieur Clotu. Donc, je ne vois pas comment vous pourrez interférer dans les politiques des ressources humaines des entreprises. Je peux répondre ? Oui. Madame John Callam, à un moment donné, je crois, dans une branche, on sait exactement, les ORP savent exactement quelles sont les personnes qui sont au chômage. D'accord ? On sait donc exactement où il y a de la main-d'œuvre, où il y a des personnes pour tel ou tel secteur. Il y a dans d'autres secteurs où, effectivement, on a un manque. Ça, c'est une réalité. Ben là, avec les quotas, vous arrivez très bien à gérer. Je vais vous donner un exemple pratique. Je m'occupe d'une clinique. Et on ne trouvait pas d'hygiéniste dentaire en Suisse. Là, il y a un problème de formation. Ça, c'est une réalité. Donc, personne au chômage dans ce domaine. En Europe, alors faudra me la présenter. En Europe, finalement, on a trouvé quelqu'un, qui a quand même fait ses études en Europe, mais qui provient du Japon. Ça n'a pas posé de problème. Et puis, avec le Japon, à ce que je sache, on n'a pas la libre circulation, on n'a pas, j'entends, ça a été fait d'un clic de souris et on a pu obtenir cette personne. Donc, c'est justement pour, quand vous dites en 1972, j'entends, c'est qu'il y avait une demande, mais c'est à un moment donné qu'on avait un bras de levier, donc on arrive quand même à gérer et puis on arrive à réguler. Nous, c'est ce que nous demandons, c'est tout. Si dans des secteurs, il y a un manque de main-d'œuvre locale, ça ne nous pose aucun problème de faire venir des personnes de l'extérieur. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Mais ce que nous voulons, c'est qu'il y ait la préférence déjà aux gens qui sont établis dans notre pays. Et je crois que essayer par ce biais-là, de faire encore diminuer le chômage, je pense notamment au canton de Châtel. Bien sûr qu'on n'arrivera jamais à 0%. Ça, c'est un vœu pieux. Je voudrais juste dire que M. Colotu n'a pas répondu à la question. Comment va-t-il aller dire aux ressources humaines d'engager les gens qu'il veut engager? Allez-y, quel contrat Mais s'il y a un nombre de quotas dans un secteur d'activité, on leur dit maintenant, vous devez prendre ce qu'il y a ici. Les ressources humaines devront le faire, c'est tout. Mais ça pose aucun... Dans certains pays, ça se passe comme ça et ça se passe très bien. Aux États-Unis, ça se passe exactement comme ça. Et est-ce que c'est un pays en voie de développement? Excusez-moi. Ça se passe exactement comme ça, chère madame. Alors, une dernière intervention, parce qu'on a déjà pris 10 minutes de retard, me signale-t-on. Moi, j'aimerais juste dire à quel point je trouve merveilleux le pouvoir de l'informatique. Parce qu'avec l'informatique, on arrive à réduire la bureaucratie avec les contingents. Et en plus de ça, avec un clic de souris, on arrive à trouver un hygiéniste dentaire japonais. C'est merveilleux, l'informatique. Et j'en parle en tant qu'informaticienne. Ouais. Je vous remercie. Je vous remercie le NOMES d'avoir organisé ce débat, qui est encore du pain sur la planche pour l'Europe.